Bonjour. Il y a quelques jours, je vous ai partagé sur les réseaux sociaux un réel qui racontait qu'on avait enfin une naissance à la bulle qu'on n'avait pas eu depuis plusieurs semaines. Et j'ai eu pas mal de réactions par rapport à ça. Je voulais que vous partagiez aujourd'hui le récit d'une maman qui justement a partagé son expérience d'une naissance qui n'a finalement pas eu lieu comme elle le souhaitait, qui devait être initialement chez elle. Et puis du coup, son parcours, son cheminement et ce qui l'a amené justement à accepter le changement de situation d'un peu de dernière minute. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré aussi un couple et la maman me disait « Je n'oublie pas qu'en fait, potentiellement, ça ne se passera pas comme c'était prévu et que je devrais aller potentiellement à l'hôpital. » Et je l'ai vraiment félicité en fait d'avoir cette pensée-là sans que je l'aborde moi-même, puisque c'est quelque chose qu'à un moment ou à un autre on en parle. Mais je lui ai dit, c'est vrai que très souvent, les femmes idéalisent tellement leur accouchement en dehors de l'hôpital qu'elles vivent très mal en fait si jamais le projet n'aboutit pas comme elles le souhaitent à la base. Alors je dis pas que c'est pas un enjeu important d'accoucher comme on a décidé à la base, de pouvoir enfanter dans sa pleine puissance, d'être dans le lieu qu'on avait choisi. Mais c'est aussi une réalité qu'en cas de nécessité, c'est normal en fait d'aller vers le médical, c'est normal de faire appel à la médecine pour aider à ce que ce bébé vienne au monde sereinement et que sa maman aille bien. Et donc voilà, je pense que c'était une bonne manière d'introduire cette interview de Delphine que j'avais enregistrée il y a déjà quelques mois et que je gardais un peu sous le coude. Et je pense que c'est justement le bon timing pour vous parler de ça. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Bonjour Delphine. Bonjour. Écoute, je suis contente en tout cas que tu aies accepté d'être interviewée aujourd'hui. Je voulais en fait aborder avec toi plusieurs sujets et surtout en fait revenir sur ton expérience de naissance parce que jusqu'à la fin on a pensé que potentiellement tu pourrais accoucher chez toi. Et puis les circonstances ont fait que ça n'a pas été possible. Mais du coup j'ai envie de savoir un peu d'abord quel était ton cheminement dans cette grossesse. Comment s'est passée ta grossesse et comment est-ce que tu en es arrivée à vouloir être suivie à la bulle? Alors, il faut savoir que c'est ma deuxième grossesse. Ma première grossesse s'est passée idylliquement et j'ai accouché au cocon, à Erasme, de manière physiologique, comme je le désirais. Et pour moi, ça allait dans le sens, la deuxième grossesse, de faire un accouchement à la maison. Parce que du coup, c'était aller encore plus loin dans cette démarche de trouver vraiment mon espace, mon cocon, de faire vivre aussi cet accouchement à mon premier bébé et aussi à ma maman. Et c'était vraiment, ça regroupait tout ce que je voulais dans mon expérience via la première. Et du coup, c'était pour moi naturel en fait de passer via la bulle. Et du coup, c'est pour ça que je suis venue ici et que je vous ai contacté à plusieurs reprises du coup. Ouais, parce qu'il faut savoir que parfois on a quand même des moments où on bug un petit peu au niveau des prises de contact. Parce qu'on nous contacte sur tellement de moyens, de vecteurs différents que parfois on se mélange. Et en plus, tu avais une demande très spécifique au moment où tu nous as contactés. Ouais.
Oui, du coup, pour cette deuxième grossesse, j'ai eu une grossesse dite pathologique. J'avais un anticorps qui était pas très cool, qui attaquait du coup le sang de bébé, qui faisait que au début, un suivi pour un accouchement à domicile, c'était assez compromis. Après, vous avez contacté ma gynécologue qui vous a... Enfin, vous vous êtes briefé entre vous et vous avez accepté de me suivre très gentiment. Et au final, tout s'est très bien passé parce que du coup, oui, l'anticorps est resté stable, ce qui a permis d'avoir tout le suivi à la bulle. J'avais quand même un contrôle au début qui était toutes les 2 semaines, donc avec prise de sang et échographie. Et vu que le taux était stable, on est passé à 1 mois. Tout était évidemment suivi par vous et par la gynécologue. Vous étiez vraiment en contact rapproché. Ça, c'était vraiment super d'avoir une cohésion comme ça au sein de l'équipe. Et jusqu'à la fin, tout allait très bien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dépassé mon terme. Ce qui, à la base, était assez surprenant parce que bébé était très très bas en décembre. J'ai accouché du coup fin janvier et mon terme était le 17 janvier. Et bébé était très très bas et je me souviens t'avoir dit à plusieurs reprises que j'avais l'impression qu'il était dans ma culotte. et ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, je le sentais qu'il n'appuyait plus sur mon col. Il est en quelque sorte remonté. Et du coup, j'ai dépassé mon terme et je l'ai bien dépassé parce que j'ai accouché à 41 plus... je me souviens plus si c'est 3 ou 5. Et du coup, avec le suivi qui était en fin de grossesse, qui était beaucoup plus rapproché, avec les monitos et les prises de sang, il s'est avéré que la dernière prise de sang était soi-disant mauvaise. Les taux avaient changé. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on était le jeudi. Et ce fameux jeudi, je me suis retrouvée en travail spontané. Après... Des semaines de pré-travail. Après des semaines de pré-travail. Plusieurs aides de sage-femme. Et je me suis retrouvée enfin en travail spontané. Sauf que ce jour-là, c'est aussi le jour où la gynécologue, en fait, a posé son veto. Et elle a décidé que l'aventure avec la bulle s'arrêtait. Enfin, du moins l'aventure de l'accouchement à la maison, on va dire. Mais ce que la gynécologue ignorait, c'est que j'étais en travail. Et... C'est-à-dire que pour elle, en fait, c'était surtout que tu avais dépassé trop ton terme et qu'il allait falloir te déclencher, en fait. Ouais. Elle, sûrement que dans sa tête, ça devait être ça. Et aussi, la prise de sang qui, soi-disant, était qui avait changé, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu droit à ma petite bulle portable, on va dire. Et nous sommes partis donc à Erasme pour que j'accouche là-bas. Enfin, pour que j'accouche là-bas. Je suis partie, j'avoue, en me disant, je vais pas accoucher aujourd'hui. J'ai failli même ne pas prendre ma valise de maternité. Et au final, je l'ai prise. Mais je suis partie en me disant, on va faire un contrôle et je vais finir par être déclenchée parce que c'était ce qui me pendait au nez, en fait, si les taux changeaient. Et j'avais eu déjà plusieurs, on va dire, faux départs qui me disaient « Ah, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui ». Au final, c'était pas aujourd'hui. Et c'était ce jeudi. Et donc, avant que nous partions tous à Erasme, donc j'étais en travail et je ne savais pas encore que j'allais partir à Erasme. Et là, j'ai eu l'appel de Mélanie qui m'a... J'ai compris directement. Elle m'a dit, j'ai eu la gynécologue au téléphone et là j'ai compris que c'était fini. Ça a été très très dur au début. Et Mélanie, elle a été super pour ça parce qu'elle m'a dit, prends le temps, pleure, sors tout ce que tu as à sortir. Et vraiment, en l'espace de, je dirais, un quart d'heure, toutes les larmes de mon corps sont sorties. J'ai vraiment pleuré à gros sanglots. Et j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir.
Et j'ai fait le deuil de mon accouchement à domicile, en fait. Je me suis dit, bon, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer, c'était le destin. Et le destin était un peu bizarre parce que j'étais en travail ce jour-là et c'est le jour aussi où la gynécologue pose son veto. Donc, nous voilà partis à Erasme. Et à Erasme, il y a directement Mélanie qui m'a rejoint. Elle m'a vu sortir de l'ascenseur en marchant bien en canard, on va dire. Et de là, on m'a fait une échographie. On a vu que bébé allait très bien et que j'étais en vrai travail. Donc, il n'était pas nécessaire de me déclencher. Et je pense que là, du coup, mon cerveau, il a dit, ok les gars, en fait, si on n'y va pas maintenant, on va souffrir le déclenchement, quoi. Donc, mon cerveau, il a certainement dû tout lâcher. Et bébé a été coopératif aussi. Et quand j'ai passé la porte de la salle d'accouchement, qui sont quand même assez physio, je voudrais dire, parce que j'ai pas accouché dans les étriers ou quoi. On m'a laissé prendre les positions que je voulais. J'avais Mélanie à mes côtés qui a eu un rôle tellement important pour moi à me soutenir, à être présente. Rien que sa présence, en fait, ça a été énormément rassurant de savoir qu'elle était là et que j'avais du soutien, on va dire, médical pour ne pas subir de violences obstétricales ou autres. C'était très important pour moi. Et en fait, j'ai accouché 1h30 après être arrivée. Donc, ça a vraiment été très crescendo. Et comme je disais, c'était le destin. Parce que quand bébé a sorti sa tête, on a vu qu'il y avait un liquide amniotique méconial. C'est pas super top, on va dire. Mais bon, en accouchement à domicile, ça pose pas forcément de problème. Et il y avait aussi un autre problème, c'est que mon petit bébé avait le cordon en bretelle double, donc sur chaque épaule le cordon ombilical et un tour autour de la taille. Donc il était tout emmailloté dans son cordon. Et c'est ça certainement qui a fait qu'il est remonté et qu'il appuyait plus sur mon périnée. Donc, comme l'a dit Mélanie, c'était un bon message de l'univers que j'accouche à l'hôpital. Ça aurait pu se faire, mais ça aussi aurait pu entraîner des complications. Et tout ça, en fait, je me suis sentie en paix avec mon accouchement. Déjà par le fait d'avoir pleuré, je l'ai pleuré vraiment mon accouchement à domicile, je l'ai pleuré, je me suis vraiment laissé le temps de le pleurer comme je le voulais. J'ai sorti tout ce que j'avais à sortir et tout s'est bien passé. C'est ce que je garde en tête. Bébé est né et il a été en très bonne santé. Directement, il était super. Il a grimpé mon ventre, il est venu téter mon sein tout seul. C'était magique. Mais vraiment, j'ai accepté cet accouchement qui s'est passé quand même de manière physiologique. J'ai pas subi de violence ou autre. Et c'était quand même un très bon accouchement et je suis en paix avec celui-ci. Super, génial. Donc effectivement, t'as amené ta bulle avec toi. Ouais. T'as amené tout ça et t'as réussi à accoucher, à enfanter comme tu le souhaitais. Ça, c'est super important. Ouais, tu disais à domicile, c'est ok. Mais en fait, à domicile, si ça nous arrive à la dernière minute, comme c'est arrivé pour ton bébé, évidemment, on sait quoi faire et intervenir. Après, c'est pas une indication. Si jamais avant, on sait que c'est là, alors on se dirige vers l'hôpital, juste pour redire ça. Ah, d'accord. Ça va ? Comme ça, tu sais, aussi. Oui. Donc ça veut dire que si tu avais rompu à domicile, par exemple, pas à la toute fin, enfin voilà, ça aurait été aussi un motif de te transférer à l'hôpital. D'accord. Parce que c'est un signe que le bébé, à un moment ou un autre, a été en souffrance. Alors c'était peut-être il y a quelques heures, tu vois, il y a eu quelque chose, mais voilà. D'accord. Et maintenant, comment est-ce que tu te sens, du coup ? Alors, maintenant, je me sens... Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que j'ai eu ma visite post-partum avec la gynécologue. Et la gynécologue m'a balancé, c'est vraiment le terme, qu'en fait, elle s'était trompée et que les chiffres n'avaient pas bougé
et que du coup mon taux était resté stable jusqu'à la fin. Et moi qui étais totalement en paix avec mon accouchement, je m'étais dit voilà, bah, c'était comme ça que ça devait se passer, et ça s'est quand même bien passé au final, donc voilà. Et elle est venue me balancer un peu ça comme un cheveu sur la soupe, et je l'ai mal vécu au début, parce que je me suis dit, mais en fait c'est par une bête erreur humaine, j'aurais pu accoucher à la maison, et ça se serait passé, quoi. Et du coup, ça a été un peu compliqué là à réaccepter cette erreur humaine. Mais on va dire que j'ai un peu cheminé par rapport à ça et que maintenant je l'ai accepté. Et puis je me conforte aussi dans l'idée que c'est pas mon dernier accouchement. Donc on va dire que ça aide un petit peu aussi à se dire le prochain ça sera le bon et ça sera celui-là à la maison, dans la piscine et tout se passera bien. Et j'attraperai mon petit bébé. Et il sera entouré de ses frères et j'accoucherai vraiment comme je voudrais. Et ça, oh, la bulle sera là aussi, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué à accepter. Mais maintenant c'est fait, je l'ai accepté et voilà. Et la vie continue. Je crois que ce qui est compliqué, c'est peut-être en fait que là pour le coup t'as gynéco, mais parfois les soignants tout court qui n'ont pas l'habitude des accouchements en dehors des hôpitaux ne comprennent pas toujours pourquoi est-ce que les femmes veulent accoucher en dehors des hôpitaux. Je pense que c'est un biais dont on n'a pas notion, c'est que c'est un biais dont on n'a pas notion, c'est que comme ils le vivent pas au quotidien ou comme ils n'ont pas cette manière-là de pratiquer, ils comprennent pas pourquoi est-ce que ça a une si grande importance pour les femmes d'avoir l'accouchement qu'elles avaient souhaité. Ouais, ça c'est. Après, il y en a qui ont besoin justement de ce cadre hospitalier, on va dire, pour se rassurer. Et c'est, on va dire qu'on a été élevé un peu comme ça aussi, de se dire voilà, à l'hôpital, il peut rien t'arriver, alors que bon, depuis des siècles et des siècles, on a accouché dans notre pleine puissance. Et ça, c'est vrai que bon, pas tout le monde peut le comprendre. Je pense que c'est comme ça. Mais moi, c'est de la manière dont je veux accoucher. Et je pense que allez, on dit que c'est peut-être un peu une mode, mais je pense que c'est juste une manière de se réapproprier son corps, son accouchement, comment ça se passe. Et c'est juste sortir un peu des sentiers battus, mais c'est des sentiers qui étaient aussi là il y a des années. C'est ça. En tout cas, un grand merci à toi. Merci de ton partage. Merci à Jack d'avoir été assez cool pendant tout le temps de l'interview, même s'il a passé son temps à téter. Donc les petits bruits de bébé, c'est normal. Et puis, merci vraiment aussi de ta confiance, de ton partage. Et puis, voilà, je pense que ça servira aussi à d'autres parents, peut-être aussi à se préparer à l'éventualité, parce que ce qui est important, c'est de savoir que même si on a le souhait, que ce soit d'accoucher à domicile ou en maison de naissance, même en gîte intra-hospitalier, comme ce que tu as eu au Cocon pour ton premier, c'est des choses qui peuvent parfois switcher à la dernière minute parce que c'est nécessaire, parce que médicalement parlant, il y a peut-être quelque chose. Et ça peut être, le switch, il peut venir des soignants, mais il peut aussi venir parfois des parents. Ah oui. Ça a déjà arrivé. Et donc, du coup, c'est important aussi de se préparer quand même à l'éventualité que potentiellement ça se passera différemment, pour ne pas trop mal le vivre en fait aussi. Oui. Parce que parfois on idéalise tellement comment est-ce que ça va se passer, que quand ça se passe pas comme ça, là on sent que tu as pu vraiment bien l'assimiler et bien le vivre, mais parfois ça amène des difficultés, juste le fait que ça s'est pas passé comme c'était prévu, qu'on n'a pas été respecté comme c'était prévu, parce que là, dans le fait que tu n'as pas pu aller jusqu'au bout de ton projet,
La chance, c'est que pour toi, tu as pu être accompagné quand même par la personne que tu connaissais et tu as pu quand même enfanter comme tu le souhaitais, même si t'es pas dans le contexte que tu souhaitais à la base. Alors que des fois, le switch, il est tellement grand que c'est beaucoup plus difficile de le vivre et de le ressasser de manière positive, quoi. Donc voilà. Un grand merci à toi. Merci, de rien. Voilà, c'était un partage plein d'émotions, avec un petit Jack qu'on entend en arrière-plan en train de bien boire. C'est quelque chose dont on parle très souvent quand même, ces situations de transfert ou ces moments où les feux ne sont plus au vert. Et ça, je vous réfère à l'épisode 2 de Bulle de Sage-Femme, où je parle justement des feux verts, feux orange, feux rouge, de comment est-ce que on fait au maximum pour s'assurer qu'on reste toujours dans le bon. Ce qu'explique quand même très bien Delphine, c'est qu'elle dit qu'elle a emmené sa bulle avec elle. Donc c'est vrai que quand on suit les femmes, les couples pendant toute leur grossesse, pendant tout ce temps-là, quand les plans changent au maximum, on accompagne à l'hôpital parce que on n'a pas envie d'abandonner clairement ces couples qu'on a accompagnés pendant plusieurs mois. On n'a pas envie qu'ils aient ce sentiment qu'on les laisse parce qu'ils ne rentrent plus dans les cases et qu'au maximum on les accompagne. Et quand on a les témoignages, c'est vrai que la plupart du temps, les patientes qu'on a pu accompagner, elles disent mais c'était vraiment bien de vous avoir, c'était vraiment chouette de vous avoir. Donc c'est pour ça que en fait on le propose systématiquement et qu'on ne quitte l'hôpital que si la patiente ou le compagnon nous disent de partir. Ça fait partie du coup du service qu'on a choisi de donner à la maison de naissance. Voilà, j'espère que ce petit épisode, parce que pour une fois il n'est pas très long, vous a plu. Je voudrais juste rappeler que j'ai proposé sur les réseaux sociaux de m'ouvrir en fait au sponsoring pour des petits entrepreneurs, des petits indépendants, des petits artisans qui voudraient communiquer à travers Bulle de Sage-Femme. J'ai à cœur justement de pouvoir mettre en lumière peut-être des personnes qui habituellement ne pourraient pas s'offrir ce genre de service et donc d'offrir du sponsoring à l'épisode. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me joindre, vous savez, vous avez mon mail qui va être dit juste dans la partie juste après. Ce sera de toute façon quelque chose qui sera déclaré et donc qui sera déductible des impôts. Donc ça c'est pas négligeable et c'est toujours un moyen de soutenir le podcast parce que c'est quelque chose que je fais avec tout mon cœur évidemment, mais qui depuis tous ces mois me coûte quand même beaucoup d'argent. Et donc ça sera un moyen de me soutenir et de faire en sorte que le podcast continue. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce sponsoring d'épisode, faites-lui en part et prenez contact. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa.chambard@gmail.com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast, pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.